Salut à tous, cette vidéo c'est une vidéo sur le cours de mécanique physique niveau terminal. Donc cette vidéo est consacrée sur le chapitre des oscillations mécaniques. On va voir la définition d'abord et j'ai décidé de diviser ce chapitre-là sur plusieurs vidéos. Donc ça c'est la première vidéo, la première de la série. Donc en première partie, on va parler d'abord des pendules élastiques horizontales. Donc cette partie-là concerne classe des terminales D, C et E. C'est quoi un pendule horizontal? Donc, le pendule élastique horizontal est composé d'un ressort. C'est un ressort aspire non jointive. Donc, vous voyez les spires là, qui ne sont pas collés. Donc, de constante de raideur K. C'est quoi la raideur d'un ressort? On va dire ici, euh, c'est un peu la force du ressort. Par exemple, si je prends un ressort d'un vélo ou ressort d'une moto ou ressort d'un véhicule, par exemple, d'une voiture, oui, les ressorts ne sont pas pareils. Peut-être si c'est un petit ressort, vous pouvez prendre à votre main écartée, tirer les ressorts ou comprimer les ressorts. Maintenant, plus et la résistance à, à l'étirement ou à la compression est grande, plus la raideur est grande. Donc, on va dire que la raideur là, c'est la capacité de votre ressort là à s'opposer voilà, aux déformations, à peu près. Donc, une extrémité est fixée, notre ressort, cette extrémité est fixée à un support et l'autre extrémité est reliée à une masse. Voilà, il y a un objet ici de masse M. Et ça glisse, le mouvement comme ça, sans frottement. Et ça, c'est important de préciser qu'il n'y a pas de frottement. Donc, la masse M se met à osciller. Voilà, ça fait des mouvements de gauche à droite, mais de va-et-vient. Quand on écarte, les ressorts, là, quand on écarte les ressorts de sa position d'équilibre ou sa position de repos. Donc, on va faire une étude expérimentale de la période de ce pendule élastique horizontal. Qu'est-ce qu'une période? On va définir tout ça tout de suite. Donc, si je prends par exemple ça, c'est un ressort. Au début, dans ces cas-là, le ressort là est à l'équilibre, par exemple. Donc, c'est sa longueur normale qui est là. Mais ici, on a étiré, vous voyez la position, on a tiré sur les ressorts pour que ça s'allonge. Donc, ressort allongé dans ces cas. Et là, c'est l'inverse. Les ressorts étaient là, on a comprimé pour raccourcir sa longueur. Donc, ressort comprimé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans tous ces deux cas-là? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le ressort là, aura toujours tendance à retrouver sa position initiale, c'est-à-dire cette position. Si vous lâchez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous lâchez ici les ressorts, la masse là, ça va aller dans ce sens, en essayant de retrouver cette position. Et ici aussi, c'est pareil. Si vous comprenez et vous êtes là, vous lâchez, le ressort va essayer de reprendre sa position d'équilibre. Même s'il a dit que ça passe, ça revient. Voilà. Mais en tout cas, le ressort va toujours essayer de regagner sa position à l'équilibre, la position initiale. Donc, c'est ce qu'on a dit ici quand ça est au repos. Donc, maintenant, si on met ça sur un graphique, c'est-à-dire le mouvement du ressort, je vais dire, si on arrive à mettre ça, si on fait la représentation graphique, ici, c'est l'axe des abscisses, c'est le temps, et là, c'est les amplitudes, c'est-à-dire la distance parcourue. Si on suppose que l'origine du repère, par exemple, ici, 0, par exemple, 0, donc, si vous étirez, par exemple, les x, vous voyez cette distance-là, x, donc, plus, si vous êtes à l'origine du temps ici, vous étirez
la distance va s'augmenter, vous étirez, jusqu'à ici, à la position ici, là. Ça veut dire que vous avez écarté au maximum maintenant. Donc, ça, vous allez être là. Et vous lâchez, et le ressort va se remettre à regagner sa position initiale. Là, là. Jusqu'à venir dépasser la position initiale, repartir carrément dans ce côté-là. Et vous allez être là, peut-être, là, ici. Et ça répare encore. Donc, ainsi de suite. Donc, quand vous faites la représentation graphique, c'est ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on appelle amplitude ou période? La période, là, c'est le temps que le ressort va mettre pour, par exemple, revenir à sa position initiale. Si vous quittez ici, par exemple, vous voyez que là, vous êtes sur la droite du temps, là. Donc, le temps que ça va prendre pour revenir ici, là, ça, c'est par exemple une période. Et là, là, c'est une période. Maintenant, l'amplitude, voici la définition de l'amplitude. Donc, c'est cette position-là. Donc, x égale à 0 jusqu'à ce x max là. C'est ça l'amplitude. Et il y a aussi amplitude efficace, amplitude moyenne, tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette amplitude. Et amplitude aussi crête à crête. Ça, c'est cette distance. Donc, on est arrivé avec des études expérimentales à trouver que la période 0, la période 0 là, c'est la période quand il n'y a pas de frottement. Cette période-là, elle est fonction de la masse, de la raideur K. On a défini la raideur K ici. Et maintenant, dpi. Donc, en fonction de la masse qu'on a mis et de la raideur du ressort, on aura cette période, le temps qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la période-là, elle est indépendante de l'amplitude. L'amplitude, cette valeur, cette distance-là, si vous voulez. Voilà. Donc, on appelle période propre, cette période-là, T0. La période indépendante de l'amplitude, c'est-à-dire à l'absence de frottement. Donc, la période T0 là, d'un pendule élastique est une fonction croissante de la masse. C'est-à-dire, si la masse augmente, imaginez si vous augmentez la masse ici, tout ça va augmenter. Donc, c'est une fonction croissante de la masse. Mais si vous augmentez la raideur K, plus le dénominateur est grand, plus ça diminue. Donc, c'est une fonction décroissante de la raideur, de la constante de raideur. OK? Voilà. Donc, on reste toujours dans le pendule élastique horizontal et on progresse vers maintenant dynamique du mouvement. Donc, comment les mouvements là vont se faire. Donc, j'ai déjà expliqué un peu ce qui se passe ici lorsqu'on étire ou même on raccourcit, on comprime les ressorts. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsque la différence entre la longueur finale du ressort et la longueur à vide, ça veut dire cette longueur à l'équilibre. Donc, longueur finale, par exemple, dans ces cas, la longueur finale, c'est cette longueur-là, c'est toute cette longueur-là. Et on remarque quoi? Que c'est, si vous faites la longueur finale ici, ça sera tout ça, moins la longueur initiale, ça fait x, à peu près. Pareil ici, la longueur finale, c'est ça, non? Voilà. La longueur finale, c'est ça. Et la longueur initiale, c'est tout ça. Donc, si vous faites la longueur finale, moins ça va donner les x. Vous voyez que c'est négatif, non? Ça va donner moins quelque chose. Mais en tout cas, c'est les x là qui est, parce que l'origine est là. Donc, d'où la formule, si cette longueur-là, si cette valeur x là, L moins L0, elle n'est pas trop grande, on peut appliquer la loi de Hooke. Cette loi dit que la force, c'est-à-dire la tension, la force en fait, c'est la tension du ressort, est égale à K fois I. Mais comme ici, c'est une force, elle est collinaire, vous voyez qu'elle est collinaire au vecteur I, là. Vecteur, c'est l'axe des abscisses, le petit repère, le vecteur unitaire. Donc, T, vous voyez la force T ici, c'est la tension du ressort. C'est la force que le ressort là a du fait de sa raideur
et de la distance, de la variation de sa longueur. Donc, K fois I et K fois X. Par exemple, ici, on aura K multiplié par cette distance X, cette variation de longueur. Là, cette variation de longueur, elle est négative. Donc, la force aussi va s'orienter en fonction de si vous avez comprimé ou vous avez rallongé votre ressort. Donc, quand le ressort n'est ni comprimé, et quand le ressort n'est ni étiré ni comprimé, ça veut dire dans cette position, à l'initiale, son énergie potentielle élastique est nulle. Donc, l'énergie potentielle élastique, là, c'est pas l'énergie potentielle du fait de la pesanteur, hein, liée à la pesanteur. Là, c'est l'énergie liée à la raideur K de hum, votre ressort. Voilà. Et le travail, vous vous rappelez de la formule du travail dans le chapitre de la physique. Voilà, je vous conseille de revoir les vidéos. On avait dit que travail d'une force, c'est la force, vecteur force scalaire, vecteur déplacement. Maintenant, si le vecteur, la force et le déplacement, l'angle entre les deux, par exemple, est nul, puisque scalaire, c'est le module des deux forces fois cosinus de l'angle entre les deux. Si l'angle entre les deux est nul, c'est-à-dire les deux vecteurs sont portés par la même droite, même direction, alors le cosinus est égal à 1 et vous allez avoir la force et le travail sera égal à la force multipliée par distance tout court. Donc ça, c'est juste un cas particulier. Donc même chose ici. Voilà, on voit que la force T là, ici, que ce soit ici, elle est parallèle au déplacement. Donc, les déplacements qui est X, un déplacement unitaire X par exemple. Donc, si on prend en quelque sorte la raideur qu'on multiplie par X par exemple, vous voyez, en quelque sorte, c'est c'est comme si on voulait faire le travail total. Donc, on va faire l'intégration des travaux, des petits travaux que le ressort va faire. Donc, intégration de 0 à x de kx c'est la force, kx, ou bien, à d de x, c'est-à-dire un petit déplacement. Donc, quand vous intégrez ça en mathématiques, vous obtenez ça, non? Ou bien, si vous voulez dériver aussi, vous allez voir que ça va donner kx. Donc, plus une constante ou pas, bon, on garde comme ça. J'espère que vous comprenez. Donc, l'énergie potentielle élastique d'un ressort est proportionnelle à sa raideur et au carré de son allongement. Proportionnelle à la raideur et au carré de x de l'allongement. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas tout ça, au moins il faut retenir cette formule-là, l'énergie potentielle. C'est important, c'est très important. Donc, en général, l'origine de l'énergie potentielle là, est choisie à la position d'équilibre ici. Ça c'est en général. Voilà. Donc, si on considère les systèmes, les ressorts plus solides, les solides et les ressorts, de tout, ça sera un système fermé et conservatif. Qu'est-ce que ça veut dire conservatif? C'est-à-dire l'énergie mécanique. Là, je ne parle plus de l'énergie potentielle, hein. Je parle de l'énergie mécanique du système. C'est-à-dire l'énergie totale, quoi. Elle sera constante. Parce que le fait de se déplacer là aussi, le système aura une énergie cinétique, on est d'accord. Voilà. Mais l'énergie potentielle liée à la pesanteur, elle est nulle parce que on considère que la position n'est pas élevée. OK? Donc, c'est l'ensemble de ces énergies-là qui fait l'énergie mécanique, non? Voilà. Donc, les solides S possèdent à l'instant T l'énergie cinétique EC. Donc, c'est ce que je disais. De plus, les ressorts se déforment au cours du temps. Le fait qu'ils se déforment, ils possèdent de l'énergie électrique potentielle. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà exprimé.
Le fait qu'il se déforme, ça fait énergie potentielle élastique. Le fait qu'il se déplace, il y a une énergie cinétique. Donc, la conservation, comme on a dit que l'énergie mécanique se conserve, donc ça ne disparaît pas. La conservation de l'énergie mécanique permet d'écrire ceci. Donc, l'énergie mécanique égale, ça c'est l'ensemble des énergies. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle liée à la déformation. On connaît cette formule. Mais comme les systèmes fermés conservatifs, cette énergie mécanique, elle est nulle, elle est constante. Donc, ça veut dire quoi? Automatiquement, lorsque le pendule, le mouvement du pendule, lors de son mouvement, toute l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et vice-versa. Donc, l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle et l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. J'explique ça. Si on est là à cette position, par exemple, si vous tirez la masse là à cette position, vous maintenez. Quand vous maintenez, à quoi sera égal à la vitesse? Si vous avez tiré, vous serez là au repos. La vitesse est nulle. Donc, ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. Mais en ce moment-là, la force, la force que vous avez, la force que les ressorts là exercent, l'énergie potentielle là, est au max. On est d'accord? Donc, si vous lâchez maintenant avec la vitesse initiale, la vitesse va augmenter. La masse là va se déplacer et la vitesse augmente avec une accélération. Plus la vitesse là augmente, plus l'énergie cinétique augmente. Et plus la vitesse augmente encore, plus l'élongation là va diminuer. Les K, ouais, j'ai dit le K, les X va diminuer. Et plus les X diminue, plus l'énergie potentielle diminue. Donc vous conviendrez avec moi que donc plus l'énergie cinétique augmente, vu que la vitesse augmente, plus l'énergie potentielle va diminuer, vu que les X va diminuer. Jusqu'à arriver ici maintenant, le X sera nul. Si le X est nul, votre énergie potentielle sera nulle. Mais en ce moment, la vitesse sera au max ici. La vitesse sera au max ici. Donc, parce que une fois que le solide passe cette position-là, la, la force T va commencer à repousser maintenant. Donc, du coup, la vitesse va commencer à diminuer. Donc, la vitesse max, elle se trouve ici. Pendant que la position nulle est là. C'est la vitesse max. Qui dit vitesse max vit l'énergie cinétique max. Qui dit position nulle vit énergie potentielle 0, nul. Parce que X est nul. Donc, ici, cette position, l'énergie potentielle est au max et l'énergie cinétique est nulle. Et on lâche avec une vitesse initiale 0. Ici, l'énergie cinétique est max, mais l'énergie potentielle est 0. Donc, c'est comme si, c'est comme du ping-pong. Ça se convertit, l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle se convertit en énergie cinétique. Et ça reste comme ça. Puisque rien ne sort, puisqu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'énergie qui fait chaud. L'énergie mécanique, elle est constante. C'est ce que ça veut dire ici. OK. Donc maintenant, on va parler de l'équation différentielle du mouvement et sa solution. Toujours, on reste dans pendule élastique horizontale. L'équation. OK. On a notre système. On a les différentes forces qui sont R, P et Pi. Ça, c'est au repos. Et là, quand on déforme, on aura T, voilà, qui va s'ajouter. Donc, la position X du centre G là, centre d'énergie G du solide, est une fonction du temps. Donc, si on considère les forces extérieures, les forces que j'ai déjà citées, on aura quoi? P égale à mg. OK? La force de, ici, la réaction là, la réaction, c'est R.
et la tension du ressort qui était dans ce cas ici, ça sera dans ce sens. Donc, si maintenant nous projetons ces forces-là sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, sur les différents axes, qu'est-ce qu'on aura? On commence par le poids P. Si on projette sur l'axe des abscisses, Px, ça va être 0, on est d'accord? Parce que c'est perpendiculaire à l'axe X. Maintenant, sur l'axe Y, vous voyez que Y, c'est sens, P, c'est sens. Donc, ça sera moins P. OK. Maintenant, si on prend R, la réaction, R, et ça, que ce soit ici et ici, hein, c'est pareil. R, c'est sens perpendiculaire à l'axe X. Donc, Rx, ça fait 0. Et Ry, ça fait R, puisque ça est dans le même sens que l'axe Y. Maintenant, le plus important pour nous, la tension du, du ressort. Ça, c'est Kx. La formule, on a déjà vu. Maintenant, attention, elle sera toujours moins Kx. Si vous allez ici, si vous êtes dans ce sens-là, et dans cette position où vous avez étiré et votre ressort, moins, moins Kx là est inférieur à 0 dans ce cas, puisque le x est positif, on est d'accord? X est positif. Mais en tout cas, le ressort là est toujours opposé au truc. Si c'est l'élongation, la tension du ressort sera toujours comme ça. Si c'est comprimé, la tension du ressort sera toujours comme ça. Donc, quand vous êtes dans strict élongation ici, on aura Kx là qui va être négatif parce que x est positif. Mais si vous êtes là, le x est négatif, non? Donc, moins Kx, comme le x étant négatif, donc moins Kx, ça va faire que ça là, ça va être positif, à peu près. OK? Voilà. Parce que le x est négatif. Si le x est négatif, il y a déjà un moins ici, ça sera positif. Ce que ça veut dire. Donc, quel qu'en soit votre mouvement, allongé ou comprimé, cette formule-là, elle tient toujours. Voilà. Donc, si on veut maintenant la relation entre P et puis R, entre le poids et puis, on projette sur l'axe des ordonnées. Et c'est pas trop notre intérêt ici, mais on peut le faire quand même. Et si vous le faites, vous allez avoir R, Y plus P, Y plus R, Y égale à M, A, Y. Voilà. Donc, toujours en utilisant la relation chose. Si la somme des forces égale à comment on appelle? Égale à 0. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas l'accélération sur Y. L'accélération sur Y est nulle. Donc, vous allez avoir R égale à P en termes d'intensité. Et ça, c'est pas trop ce qui nous intéresse ici. On va procéder maintenant à l'accélération. Comment on obtient l'accélération? En considérant la projection sur X là. Donc, somme des forces en utilisant les principes fondamentaux de la dynamique. On a somme des forces égale à MA. Donc, la somme des forces c'est X. On vient de le faire. Donc, ça va faire ça, plus ça, plus ça. On veut seulement sur X. On est d'accord. Sur Y, on a déjà fait ça et là. Maintenant, sur X, sur l'axe des abscisses. Donc, ça, plus ça, égale à MA. Donc, ça revient à dire tout simplement que moins Kx égale à MA. On est d'accord. Donc, dans ça, moins Kx égale à MA, si vous tirez, vous allez avoir que A égale à moins Kx sur M. J'ai juste ramené les M en division. Donc, vous avez AX égale à ça. Mais les AY, c'est 0. Si vous projetez A sur Y, c'est 0. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a obtenu ici. Que AY égale à 0. Donc, MAY égale à 0. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient. Cette équation 2, là, numéro 2, là, elle est très importante. On a AX égale à moins K, A égale à moins KM sur X.
OK. Donc, on se rend compte tout de suite que l'accélération, là, elle n'est pas constante, puisque X va varier. Voilà. Elle dépend de la déformation X des ressorts. Voilà. Si, c'est-à-dire l'écartement du solide par rapport à sa position d'équilibre. Élongation du solide, écartement ou élongation. Donc, elle est constamment dirigée vers la position d'équilibre du solide. Toujours. C'est-à-dire le solide va toujours tenter de regagner la position d'équilibre. Donc, l'accélération sera toujours dirigée vers là-bas. Si vous êtes là, l'accélération sera toujours, comme la force T là, toujours tenter de regagner la position initiale. Si vous partez dans ces positions, dans ces cas, l'accélération aura toujours tendance à aller dans ce sens-là pour regagner la position d'équilibre. OK? Donc, je nous remets ici la formule de l'accélération parce qu'on va continuer avec ça. Et on reste toujours dans l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle du mouvement maintenant, vu qu'on a AX, l'accélération est égale à quoi? Double dérivée de ça, depuis le premier chapitre, c'est ce qu'on a vu. L'accélération, c'est la double dérivée de la position. Donc, dans cette formule, A là, je peux remplacer ça par dérivée d carré de x, double dérivée de la position, x c'est la position, égale à moins k sur mx. Si vous voulez, vous pouvez ramener ça, tout ça là, ici, ça va faire dérivée là, plus kmx égale à 0. Donc ça, cette équation-là, on appelle ça équation différentielle du mouvement. C'est l'équation différentielle du mouvement. En mathématiques, vous pouvez résoudre cette équation-là très facilement. Donc, on appelle ce type d'équation une équation différentielle de second degré. Pour les solutions en mathématiques, on peut résoudre ça ici, mais ça va nous prendre trop de temps. Donc, on va juste aller directement aux solutions. Si vous faites la solution de ça, vous allez obtenir ça. X de t égale à ça. Xm cosinus oméga t plus phi. Ou encore x de t égale à a sinus oméga t plus psi. Donc, ces solutions-là sont des solutions harmoniques. Harmonique, vous connaissez ce que ça veut dire. Bon, pour information, on appelle un oscillateur harmonique est un oscillateur idéal. Idéal, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de compliqué à voir, quoi, dont l'évolution au cours du temps est décrite par une fonction sinusoïdale. Donc, quand on a fait la représentation graphique tout de suite, là, vous voyez que la courbe, c'était comme, voilà, une fonction sinusoïdale, dont la fréquence ne dépend que des caractéristiques du système, dont l'amplitude est constante. Donc, ces solutions-là, si vous le faites représentation graphique, ça va donner des courbes comme ça. OK. Donc, ici, là, le oméga, là, c'est la pulsation ou fréquence angulaire en radians par seconde. Maintenant, oméga plus t plus phi ou oméga plus t plus psi, ça c'est la phase à l'instant t. La phase à l'instant t. Donc, phi ou psi est la phase à l'origine. C'est-à-dire que si t égale à 0, on va avoir juste ça, non? Si t égale à 0, on va avoir ça ou bien ça. Voilà. Dépendant de quelle solution vous avez choisi. Donc, dans l'exercice, souvent, on vous dit de prendre ça ou souvent, c'est ça. OK? Donc, si la solution est sous cette forme, à vous de déterminer c'est quoi xm, ou bien si dans cette forme, c'est quoi a, et après déterminer phi, ou bien déterminer psi, OK? Les phases à l'origine, là. Donc, xm ou a, là, c'est l'amplitude du mouvement. On a expliqué tout de suite l'amplitude en mètres. Au début de la vidéo, on a expliqué avec la figure, la représentation graphique, c'est quoi l'amplitude. Donc, si vous voulez déterminer maintenant les phases à l'origine, là, c'est-à-dire phi ou bien psi, l'amplitude et la phase à l'origine se déterminent à l'aide des conditions initiales
de mise en mouvement du pendule. Supposons par exemple que ici, on vous dit que par exemple, vous tirez et à l'instant T, on est ici, par exemple. À l'instant T, on est là. En ce moment, X égale à quoi? Si je vous dis, on vous dit que par exemple, X égale à 2 mètres, ou 2, je sais pas, c'est juste un exemple. Donc vous allez, vous savez que T égale à 0, X sera égal à 2 mètres, non? Donc vous venez vous remplacer. Si c'est cette solution que vous utilisez, T égale à 0, vous connaissez tout ça là, égale à combien? Donc vous posez, ça va vous permettre de déterminer phi ou bien si. Donc, on va voir tout ça dans l'exercice. Ok, on continue toujours avec l'équation différentielle. Donc là, je remets toujours l'accélération. Et vous vous rappelez la période là qu'on avait fait depuis le début. Et les deux équations, les deux solutions, les deux solutions possibles. Donc, ici, j'espère que tout le monde connaît ça. Oméga égale à T pi sur T. Oméga là, qu'on vient de définir, égale à D pi sur T. Depuis le premier chapitre, on connaît cette formule. Et la fréquence, donc fréquence égale à l'inverse de la période. Donc, du coup, c'est comme si c'était D pi F. Ok. Donc là, si je prends celui-là, par exemple, supposons qu'on est là, je dérive ça deux fois. Quand on dérive deux fois x, et ça donne l'accélération, non? La double dérivée de la position, ça donne l'accélération. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé ça. On est d'accord? Voilà. Si vous dérivez ça deux fois, qu'est-ce que vous allez avoir? On dérive une fois, ça va donner quoi? Moins sinus. D'abord, ça va faire dériver de ça. Oméga t plus phi là, sa dérivée, ça fait oméga. Donc, il y a un oméga qui va sortir. Moins sinus de tout ça. Dérivé de sinus cosinus. Regardez le cours de mathématiques sur la chaîne YouTube, vous allez voir. Donc, dérivé de ça, ça va faire moins oméga sinus de tout ça. En multipliant, bien sûr, par celui-là. Vous dérivez ça encore. Et la dérivée de sinus là, ça va donner cosinus encore. Et toujours, il y a un autre oméga qui va sortir. Ça va faire oméga carré maintenant. Et le moins il sera toujours là. Donc, ça sera moins oméga carré xm cosinus de oméga t. Donc, on retrouve toujours les x. On retrouve toujours ça. Donc, si vous dérivez ça deux fois, vous allez ajouter moins oméga carré. Donc, du coup, c'est ce que ça veut dire ici. Moins oméga carré x. Les x là, c'est tout ça encore. Hein. Alors que double dérivée de x de la position, ça donne l'accélération. Ça, double dérivée de x, double dérivée de ça, de x là, ça donne l'accélération. Donc, on peut dire que ça égale à l'accélération encore, égale à moins km sur x. Donc, de là, on peut tirer oméga aussi facilement. Ok? Donc là, notre oméga s'exprime en fonction des k puis des m. Parce que les x là vont partir, les moins vont partir. On aura oméga carré égale à k sur m. Donc racine carrée de oméga égale à k sur m. Oméga égale à racine carrée de k sur m. Donc là, on a oméga juste avec la raideur et puis la masse. Donc si vous avez la raideur et puis la masse, vous pouvez avoir votre oméga facilement. Et le phi et puis les si là, on peut les avoir avec les conditions initiales. Donc vous pouvez déterminer ça facilement. Et puis les xm et puis a aussi, avec la position initiale, avec les conditions initiales, vous pouvez les avoir. Donc du coup, vous pouvez avoir les solutions là très facilement. Donc là, ça c'est à peu près ce qui est là. D pi racine de m, quoi. T0. Ok. Donc, l'équation différentielle peut être établie à l'aide de la conservation de l'énergie mécanique aussi. Vous vous rappelez, on a dit que l'énergie mécanique se conserve et l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et vice-versa. Donc, si on, comme l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que sa dérivée par rapport au temps
est nulle, puisque c'est une constante. Elle ne varie pas dans le temps. Donc, cette énergie, si on la dérive, elle va faire 0. Donc, la formule, l'énergie cinétique, 1 demi mv carré, et l'énergie potentielle élastique, là, 1 demi de kx carré. On va dériver ça en fonction du temps. Donc, si vous dérivez v au carré dérivé de ça, ça va donner quoi? D fois v prime. Puisque v là, c'est une fonction. La vitesse, hein, voilà. V, c'est une fonction. Donc, ça dérivé de v au carré. C'est pas x. Vous ne pouvez pas dire que c'est dx. Si vous ne pouvez pas dire que dérivé de ça, c'est dv. Non. Supposons que v là, c'est une fonction. Donc, la formule normale, c'est d fois v prime, la v, et puis il y a étoile, il y a point en haut là. C'est ça la dérivée. Fois v. Maintenant, si c'était x, c'est cette dérivée là, v point là, qui va être 1. Et en ce moment, vous pouvez dire que ça fait dv. Comme c'est pas x là, on ne peut pas dire que dérivé de ça là, ça fait dv. Voilà. C'est d fois v prime fois v. C'est-à-dire v dérivé de v fois v. Et ça, c'est une constante. La constante 1 demi de m là, ça est toujours là. Et c'est dérivé là qui est là. Maintenant, si on dérive les x, voilà. Là aussi, c'est pareil. On va dire que ça fait 2 fois k, 2 fois k, x dérivé de x fois x. OK? Maintenant, si on pose que celui-là, x point là, c'est v là, v point est le dérivé de v là. C'est comme si on avait dérivé x 2 fois. Si vous dérivez x une fois, vous obtenez v. En gros, vous dérivez, vous allez obtenir v, une dérivée de v. Donc, 2 points, x 2 points. Donc, on peut remplacer le là par x 2 points. Et celui qui est là, x point là, on peut le remplacer par v. Parce que dérivée de x, c'est la vitesse. C'est ça. Donc, si on a ça v, avec le v qui est là, on peut factoriser. Mais déjà, 1 demi de m. Et j'allais dire 1 demi, puis d. Ça fait quoi? 2 fois 1 demi. Ça, c'est 1. Normalement, ça part. Hein? Ou bien, vous pouvez même factoriser, ça va partir. Donc, tout ce qui va rester ici, là, ça sera m x dérivé, double dérivé de x fois v. Parce que double dérivé de x, on a remplacé par ici. Et ça va partir. K fois v fois x. Donc, dans ça, on peut factoriser par v. N'oubliez pas que celui-là, c'est fait aussi. On a remplacé. Donc, si on factorise ici, là, il va rester m fois x, double dérivé de x. Parce que ça sera m fois v dérivé de v. Alors que v dérivé de v, c'est double dérivé de x. Et là, il va rester k fois x. Parce qu'on a factorisé par ça. Qui est là. Donc là, on peut laisser tomber le v là. Et on aura m double dérivé de x plus kx. Ça aussi, c'est une équation différentielle encore. Donc, on aura, si vous voulez, en divisant le tout par m, on aura x, double dérivé de x, plus k sur mx égale à 0. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait au départ. Et l'équation différentielle qu'on avait au départ, double dérivé de x. Mais en ce moment, on avait ça là, ici, qui c'était moins km sur x. Donc, on fait la résolution, ça va faire la même chose encore. Ça, c'est ce qui est là. Ça, c'est x. Si on choisit que c'est cette forme-là, voilà. Et si vous dérivez x, vous pouvez avoir v, d de x chez dt. Vous voyez? Ça va faire moins sinus. D'abord, ça va faire dériver de ça, qui est oméga, multiplié par moins sinus de tout ça. Donc, le moins qui est là, sinus de tout ça. Et bien sûr, la constance xm, elle reste constante. OK.
Donc, on a abscisse, on a X, on a position, on a vitesse. Je remets ça ici. Position et vitesse sont là. Et si on fait la représentation graphique de ça là, et la position et la vitesse, qu'est-ce qu'on va remarquer? Et ici, c'est écrit, euh, si on fait la représentation graphique, nous allons avoir, et lorsque la vitesse est nulle, la position est extrême. D'ailleurs, même j'ai déjà expliqué ça avec euh, les- la figure au départ. Si la position est nulle ici, la vitesse sera au max, ou vice-versa. Si la position est extrême, la vitesse, si la position est extrême, la vitesse sera nulle. Donc, c'est ce qu'on constate. Donc, on dit que les fonctions vitesse et position sont en quadrature, donc déphasage des pi demi. Donc, vous voyez, là, on est au maximum de la vitesse, cette courbe-là. Et là, on est en même temps sur cette même position-là. Un temps donné, la, la position, elle est nulle. Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, quand la position devient au maximum, c'est-à-dire ici, en ce moment, la vitesse est au plus bas, 0. OK? Donc, on dit que je suis en quadrature de phase. Donc, la phase est de pi demi. On peut vous demander de démontrer ça aussi. Et la phase là, c'est pi demi. Donc, vous pouvez choisir X max et montrer que c'est 0 ici. Et vous allez trouver euh, la phase. La phase, c'est ça. On est d'accord sur tout ça. Et ça, c'est la phase au départ, à T0. Phase à T0. Donc, si vous comparez les deux phases, quand la position est au maximum, ou bien, en tout cas, l'un des est au maximum, vous allez trouver que ici, la phase d'ici et puis la phase d'ici, il y a un décalage de pi demi entre les deux. Ce qui ça veut dire quadrature de phase, déphasage de pi. Donc, j'explique un peu ça encore ici. Donc, j'avais dit ici, j'avais expliqué quand la position ici là est au maximum, la vitesse est nulle. Ici, vous lâchez, la force, la force T là, la tension va tirer votre la masse là, et sa vitesse va augmenter jusqu'à arriver ici, c'est la vitesse maximale. Et s'il dépasse ça, le ressort va commencer à repousser. Donc la vitesse va commencer à diminuer jusqu'à s'annuler ici encore. Et le cycle recommence. Ainsi de suite. J'avais expliqué ça au départ. Donc, si on prend maintenant les énergies, l'énergie cinétique, 1 demi de m v carré. Donc, 1 demi de m. V, c'est ça, non? C'est ça seulement on a mis au carré ici. N'oublie pas que ça là au carré, là, le moins là va partir. Donc, ça va faire oméga au carré, sinus au carré. Les xm au carré, xm au carré. Voilà. Et l'énergie potentielle, ça c'est les x là. Lui, il utilise les x. L'énergie cinétique utilise les vitesses. L'énergie potentielle élastique utilise les positions. Donc, c'est les x là qu'on va prendre ensemble. Celui-là, vous portez au carré. Donc, ça va venir k et 1 demi et k xm carré, xm au carré, cosinus carré de tout ça. Cosinus carré de tout ça. Donc, si on les additionne maintenant, pour avoir l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus énergie potentielle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement ça.
sera égal à 1 demi. Quand vous additionnez, vous allez avoir 1 demi de m et ouais, vous allez avoir 1 demi de xm au carré. On est d'accord? Hmm. Donc, si vous additionnez, vous allez avoir sinus carré plus cosinus carré égal à quoi? La trigonométrie. Hmm. Vous allez avoir sinus carré plus cosinus carré. Ça fait 1, non? Voilà. Donc, retenez seulement que vous allez avoir l'énergie potentielle, l'énergie mécanique totale, c'est ça. 1 demi de K xm au carré. Donc, si vous faites la représentation, voici ce que ça donne aussi. L'énergie, si l'un est au maximum, l'autre est au minimum. Vous voyez ici, là. À t égale à 0, par exemple, vous voyez, à l'origine, x égale à... Et quand vous avez x égale à 0, peut-être c'est la vitesse qui est maximale et la position est nulle. Donc, ici, l'énergie cinétique est au maximum. Et quand elle diminue, l'autre énergie potentielle augmente, et ainsi de suite. Donc, ça fait que l'ensemble reste toujours constante, cette ligne-là. C'est ça, l'énergie mécanique totale. Voilà. OK, on va parler maintenant des pendules élastiques verticales. Ça, c'est pour terminal C et puis E, normalement. Et description, si on prend par exemple un ressort, on l'affiche comme ça, verticalement. Ça, c'est à vide. Après, on ajoute une masse et on tire. Donc, si on prend ces ressorts-là de raideur K, on les dispose verticalement. Donc, au début, le ressort n'est pas tendu, à vide comme ça. Maintenant, on accroche une masse, cette masse-là, S, un solide de masse S. Ça s'allonge un peu quand même, donc x0. Donc, l'ensemble se met en équilibre quand même, mais avec une petite élongation, x0. Donc, cet allongement-là, l'allongement du repos, du ressort-là, prend la valeur x0 comme ici. Et en ce moment, on aura quoi? L'équation à l'équilibre P et puis T, la tension et puis le poids, ils vont s'équilibrer. On aura mg égale à kx, la tension du ressort égale à la masse égale au poids de la masse, là, mg, voilà, en termes d'intensité, puisque ça s'équilibre. OK? Donc, maintenant, on va écarter, on tire le ressort là. Encore sur les solides, on tire pour écarter vers le bas et on lâche. Donc, il va effectuer des oscillations autour du point G, autour du point G0, du point G0 qui est là. C'est dirigé à l'équilibre après avoir accroché la masse. Donc, ça sera exactement comme à l'horizontale là, mais c'est qu'ici, la position à l'équilibre, là, ici, là, est là. Donc, verticalement, autour, ça va toujours essayer de revenir dans cette position-là, vous voyez, non? Voilà. Allez, si vous poussez en haut, ça va toujours vouloir revenir à position G0. Si vous étirez ça en bas, ça va toujours vouloir revenir à la position de l'équilibre. Donc, lorsque le ressort est en mouvement, l'allongement supplémentaire X là, par exemple ici, ça c'était X0. Et quand on tire encore, il y aura encore un autre X qui va s'ajouter. Maintenant, bon, ça dépend de où vous avez pris votre X. Si c'est au niveau de là, ou bien c'est au niveau des centres de gravité de la masse, là. Mais si vous considérez là-bas aussi, voilà, vous comparez de là à là. Ou bien au niveau à l'extrémité du ressort, ça sera de là à là. Mais de toutes les façons, la distance X sera pareille. Donc, un allongement supplémentaire qui est X, voilà.
s'identifie à l'abscisse de G sur l'axe G0I. Donc, si on étudie ce mouvement-là, comme ce qu'on a fait avec le pendule horizontal là, on aura encore somme des forces extérieures égale à MA. Donc, les forces extérieures ici, c'est P et puis T. Et T là, tension de ressort, et puis le poids du solide là. Donc, si on projette ça dans l'axe vertical là, on aura encore ici M, A c'est X, double dérivé de X, on est d'accord. P, c'est MG, T, c'est moins K. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les ressorts étaient déjà allongés à un allongement X0. Plus encore, vous avez allongé encore c'est X là, qui va changer. Donc, voilà pourquoi on est obligé de mettre la tension des ressorts là, c'est le total de l'allongation là, du ressort là, multiplié par sa raideur. Donc, qui sera opposé toujours au truc. Donc, voici ce qu'on a. Donc, si on fait, au final, on va obtenir cette équation-là. Et ça sera toujours eh, à peu près la même chose qu'on avait obtenu en position et quand le pendule était horizontal. Donc, ce qui veut dire que on a de nouveau un oscillateur harmonique de pulsations propres et de périodes propres avec ça. La même chose qu'on a trouvé quand c'était horizontal, à peu près. Voilà. OK, on va s'arrêter là, cette vidéo. Donc, je rappelle que ce chapitre-là a été divisé en plusieurs parties. Ça, c'est la première partie. Donc, on se donne rendez-vous pour la partie suivante. Merci beaucoup.